Assise là, dans le fauteuil de PDG qui n'avait même pas refroidi, le regard fixe sur les gratte-ciels de Ville-Lumière, je me suis senti vide, vraiment vide. Pourtant, il y avait Julien là, en face de moi, les yeux écarquillés comme s'il avait vu un fantôme. Son monde venait de s'effondrer et le mien, je n'étais même pas sûr qu'il ait jamais vraiment été construit. Il balbutiait mon prénom. Marie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu, tu es secrétaire ici? L'insulte, le dédain, c'était une mélodie familière. Le même ton que 6 mois plus tôt, quand ils avaient jeté mes affaires sur la pelouse impeccablement tondue du manoir Beaumont, sous le regard curieux des voisins. On m'avait traité de parasite, de fardeau. Julien avait signé les papiers du divorce avec un sourire suffisant, persuadé de se débarrasser enfin de la charge morte qui entravait l'héritage de sa famille. Il croyait que je n'étais qu'une femme au foyer discrète, sans un sou, avec pour seul bien une vieille berline. Ah, Julien, il ne savait pas. Il ne savait rien de la femme qu'il mettait à la porte. Je n'étais pas seulement une femme au foyer. J'étais la fondatrice silencieuse du conglomérat même que sa boîte en faillite suppliait de fusionner. Et quand il a compris son erreur, l'encre était déjà sèche. Ce jour-là, le son de la porcelaine fine, une statuette sans doute précieuse aux yeux de Sophie, s'écrasant sur le parquet du manoir Beaumont, résonnait encore dans mes oreilles. C'était le rire strident et perçant de Sophie Caldwell, la matriarche de la famille, une femme qui portait sa cruauté comme son collier de perles. Elle avait hurlé en voyant valser une valise vers la porte d'entrée ouverte. Le parasite se détache. J'étais resté là, près de l'entrée, mon visage un masque de calme illisible. Un simple gilet gris, un jean usé, mes mains croisées calmement devant moi. N'importe qui m'aurait vu et aurait pensé que j'étais vaincu, une femme rejetée par une famille riche et puissante. Mais si on avait regardé attentivement mes yeux, on n'aurait pas vu de larmes. On aurait vu la froide et dure détermination d'un prédateur attendant le bon moment pour frapper. Mon cœur battait, pas de mais d'une rage gelée, presque chirurgicale. Chaque muscle de mon corps était tendu, prêt. Je sentais le parfum entêtant des fleurs de Sophie, une odeur douce amère qui me donnait presque la nausée, celle de l'hypocrisie déguisée en richesse. « Tu n'as pas besoin de casser mes affaires, Sophie », avais-je dit, ma voix étonnamment stable. Le sol sous mes pieds, que j'avais lavé si souvent, me semblait soudain étranger, lourd de toutes les larmes que j'y avais retenues. « Tes affaires ?» avait ricané Julien, descendant le grand escalier. Il ajustait sa cravate de soie, me regardant, moi, sa femme depuis 3 ans, avec un dédain pur et non dissimulé. « Rien dans cette maison n'est à toi, Marie. Tu es venue ici sans rien et tu repars sans rien. Non, en fait, ce n'est pas vrai. Tu repars avec la dette d'avoir gaspillé 3 ans de ma vie. » Julien était beau, d'une beauté conventionnelle, grand, les cheveux blonds, avec ce type de mâchoire qui suggère l'argent, mais ses yeux, ils étaient faibles. Un homme qui avait hérité d'un empire du bâtiment, Bâtiments Caldwell, et qui était en train de le ruiner, même si son ego ne lui permettait pas de l'admettre. Je le voyais s'enfoncer chaque jour un peu plus, mais à chaque tentative d'en parler, d'offrir des solutions, il me regardait comme si j'étais une idiote. Il ne comprenait pas, ne voulait pas comprendre. Il ne me voyait pas. Signe juste les papiers, Marie, avait lancé Sarah, la sœur cadette de Julien, depuis le canapé. Elle scrollait sur son téléphone, levant à peine les yeux. Des amis viennent dans 1 heure pour une fête de la liberté. Je ne veux pas de tes énergies dépressives pour gâcher l'ambiance. Son ton était aussi aiguisé et désagréable que ses ongles fraîchement manucurés, et j'avais eu un pincement au cœur en me rappelant toutes les fois où j'avais fait de mon mieux pour être gentil avec elle, pour l'inclure. En vain, les papiers du divorce, épais et froids, étaient brisés sur la lourde table en chêne au centre de la pièce. Les termes étaient brutaux. Aucune pension alimentaire,
Aucune réclamation sur les biens matrimoniaux. Une rupture totale et complète. Maître Dubois, l'avocat de Julien, un homme transpirant et souriant, se tenait près de la table, tapotant un stylo sur son presse-papier. C'est un accord standard, étant donné les conditions prénuptiales, avait dit Maître Dubois, un sourire en coin. Si vous contestez, Madame Reynolds, nous allons traîner ça en longueur jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous offrir un quignon de pain. Il vaut mieux signer, croyez-moi. Il m'avait regardé comme un insecte, comme si ma seule existence était une offense. Je m'étais avancé vers la table. J'avais regardé Julien. Ses yeux clairs ne laissaient transparaître aucune hésitation, aucun doute. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux, Julien? Tu es en train de brûler un pont dont tu pourrais avoir besoin de traverser plus tard. Mon estomac s'était serré. J'avais fait une dernière tentative, une ultime ouverture, pour voir s'il y avait ne serait-ce qu'une étincelle de conscience en lui. Julien avait eu un rire dur, un son aboyant. Avoir besoin de toi, Marie? Regarde-toi. Tu es une décrocheuse d'IUT qui passe ses journées à jardiner et à faire du bénévolat. Ma famille est la royauté de cette ville. Tu étais un cas de charité. Je te rends service en te laissant partir sans te poursuivre pour détresse émotionnelle. Maman a raison, avait continué Julien, s'approchant pour m'intimider. Le parfum de son eau de toilette, que j'avais autrefois trouvé agréable, me paraissait maintenant suffocant, écœurant. Tu ne rentres pas dans notre monde. Tu n'y as jamais vraiment eu ta place. Tu es trop simple. J'ai besoin d'une image de couple puissant. J'ai besoin d'une femme qui apporte des actifs à la table, pas juste des gratins. J'avais ramassé le stylo. L'insulte n'avait pas piqué comme il l'avait espéré. Elle avait juste confirmé ce que je savais déjà. Julien était aveugle. Il voyait ce qu'il voulait voir. Il ne voyait pas les appels téléphoniques Star le soir que je prenais dans la chambre d'amis. Il ne voyait pas les multiples ordinateurs portables que je gardais sous clé dans mon bureau privé. Il ne savait pas que le jardinage était ma façon de décompresser après avoir géré une crise de chaîne d'approvisionnement mondiale. C'était mon échappatoire, mon sanctuaire de paix au milieu du chaos de leur vie superficielle. D'accord, avais-je murmuré, la voix à peine audible. J'avais signé mon nom d'un mouvement sûr. Mary Reynolds. Puis j'avais laissé tomber le stylo. C'est fait, avais-je dit. Dehors, avait claqué Sophie. Sarah, jette ses sacs sur la pelouse, que les voisins voient ce qui arrive quand la racaille essaie de se mêler à l'or. Sarah, avec un zèle détestable, avait attrapé 2 sacs poubelles noirs remplis de mes vêtements et les avait traînés jusqu'à la porte d'entrée, les vidant sur l'herbe verte immaculée. Quelques voitures avaient ralenti en passant, les conducteurs se penchant pour voir le drame se dérouler au manoir Beaumont. Je les avais ignorés. Je n'avais pas daigné ramasser les sacs immédiatement. Je m'étais arrêté sur le porche et m'étais tourné vers Julien. Son visage, un mélange de soulagement et d'arrogance, était mon dernier souvenir de notre mariage. Tu as mentionné que ta compagnie postule pour le contrat avec Avenir Mondial le mois prochain, avais-je dit. Ce n'était pas une question. Julien avait froncé les sourcils. Comment sais-tu cela? C'est une conversation confidentielle de conseil d'administration. J'écoute, avais-je dit simplement. Bonne chance avec cette réunion, Julien. J'ai entendu dire que la PDG d'Avenir est un vrai requin. Elle ne tolère pas la médiocrité. Je n'avais même pas dû mentir pour cette partie. Les rumeurs à mon sujet étaient en partie vraies. Julien avait ricané. Peu importe. Dégage de ma propriété avant que j'appelle la sécurité. Je les avais laissés là, leurs visages déformés par la haine et le mépris. Avant de descendre les marches, la tête haute, j'avais ramassé mes sacs et les avais chargés dans ma berline poussiéreuse. En partant, je n'avais pas regardé en arrière, vers le manoir. Mon regard s'était posé sur l'horloge du tableau de bord. Il était 14h30. J'avais une réunion du conseil à 15h30. Il fallait que je quitte mes vêtements de femme au foyer soumise pour enfiler mon costume de pouvoir. La PDG d'Avenir Mondial ne pouvait pas être en retard. Parfois, la nuit, quand le silence de mon immense penthouse devenait assourdissant. Je repense à mon père. Il disait toujours
Ne fais confiance à personne qui te semble trop beau pour être vrai. Il parlait des marchands sur le marché de province, ceux qui te vendaient des promesses en or pour de la ferraille. Mais maintenant, je comprenais le sens profond de ces mots. Le manoir Beaumont, les promesses de Julien, tout avait l'air trop beau, trop parfait. Et la perfection, ça n'existe pas. Ça, je l'avais appris. J'avais rêvé d'un amour simple, d'un foyer, d'une vie où l'argent n'était pas la mesure de tout. J'avais essayé de me glisser dans ce moule, de voir si, dépouillé de mon empire, j'étais encore digne d'amour. C'était une expérience, et comme toutes les expériences, elle avait eu son lot de souffrances, mais aussi ses révélations. 6 mois avaient passé depuis le divorce. Pour Julien, ces 6 mois avaient été un tourbillon de panique. La liberté qu'il avait célébrée au champagne et au caviar s'était rapidement transformée en cauchemar. Les bâtiments Caldwell saignaient de l'argent. Le marché de la construction s'était orienté vers les infrastructures durables de haute technologie et les méthodes de Julien, archaïques et souvent limites, étaient obsolètes. Il était assis dans son bureau cossu, la tête entre les mains. « On n'a pas pu payer les salaires de nouveau, Julien », avait dit son directeur financier, Antoine, un homme nerveux et pâle. « Je sais, Antoine. Arrête de me dire des choses que je sais, » avait hurlé Julien, frappant son poing sur le bureau. « Où en sommes-nous avec le prêt bancaire? » « Refusé. Ils ont dit que notre ratio d'endettement était toxique. Notre cote de crédit a été dégradée au statut de déchet. » Julien avait gémi. Sa mère, Sophie, faisait les 100 pas dans la pièce, serrant ses perles comme des bouées de sauvetage. « C'est impossible, » avait sifflé Sophie. « Nous sommes les Caldwell. Nous avons fondé l'infrastructure de cette ville. Comment la banque peut-elle nous refuser? » « Parce que la banque se soucie des chiffres, maman, pas de notre nom de famille, » avait rétorqué Julien. Il avait pris une profonde inspiration. Il n'y a qu'une seule issue, la fusion avec Avenir Mondial. « Le conglomérat technologique? » avait demandé Antoine, les yeux écarquillés. « Julien, ils sont bien au-delà de notre portée. Ils achètent des entreprises comme la nôtre pour les pièces de rechange. Ils cherchent un partenaire de construction pour bâtir leur nouveau centre de données écologiques à travers le centre de la France, » avait dit Julien, affichant un dossier sur sa tablette. « C'est un contrat de 5 milliards d'euros. Si nous l'obtenons, nous sommes sauvés. Sinon, nous vendons la maison. » « Vendre la maison? » avait hurlé Sophie. « Je mourrai d'abord. » « Tu arranges ça, Julien. Tu vas à cette réunion et tu les charmes. Tu étais charmante avant d'épouser cette lourde Marie. Maintenant qu'elle est partie, tu devrais être au sommet de ta forme. » Ah, le déni. Toujours. « J'ai une réunion prévue avec leur équipe d'acquisition demain, » avait dit Julien, ajustant sa cravate, avec une confiance forcée que je savais fausse. « Je ferai en sorte que ça arrive. Je leur promettrai ce qu'ils veulent. J'obtiendrai la signature et nous réglerons les détails plus tard. » Et puis, le lendemain matin, Julien était arrivé au siège d'Avenir Mondial. Le bâtiment, un monolithe de verre et d'acier, perçait le ciel, faisant passer son propre immeuble de bureau pour une cabane. Le hall était silencieux, blanc et intimidant de propreté. Il s'était approché de la réception. Julien Caldwell, pour le comité d'acquisition. Le réceptionniste, un jeune homme aux lunettes acérées, n'avait pas souri. « Monsieur Caldwell, vous êtes attendu. Dernier étage, salle de conférence A. » Julien avait ressenti une vague de confiance. Dernier étage. Cela signifiait qu'ils étaient sérieux. Il avait pris l'ascenseur, répétant son discours. Il allait les éblouir avec l'héritage Caldwell. Les portes de l'ascenseur s'étaient ouvertes sur un couloir bordé d'œuvres d'art moderne qui coûtaient probablement plus cher que toute la société de Julien. Il était entré dans la salle de conférence A. Elle était vide, à l'exception de 3 personnes assises à l'extrémité d'une longue table en marbre noir. 2 d'entre eux étaient des hommes en costume élégant, les yeux rivés sur leurs ordinateurs portables. Mais la personne au centre, celle assise dans le fauteuil en cuir à haut dossier, était tournée,
regardant la ligne d'horizon de la ville à travers la baie vitrée du sol au plafond. « Messieurs, avait dit Julien, affichant son plus beau sourire de vainqueur. Je suis Julien Caldwell. Merci de me recevoir. » Un des hommes avait levé les yeux. « Asseyez-vous, Monsieur Caldwell. Nous avons examiné vos finances. Elles sont préoccupantes. » « Contretemps temporaire, avait dit Julien d'un geste de la main. Le marché est volatile, mais Bottoman Caldwell est un héritage d'excellence. Nous sommes le partenaire idéal pour vos centres de données. Votre dossier de sécurité est inégal, avait noté le second homme. Et vous avez 3 procès en cours de sous-traitants qui n'ont pas été payés. Julien avait senti la sueur couler dans son dos. Erreur administrative, malentendu. Écoutez, je suis là pour parler aux décideurs. Je suppose que c'est l'un de vous. Le fauteuil au bout de la table avait lentement pivoté. En fait, avait dit une voix soyeuse et familière, la personne qui décide, c'est moi. Julien s'était figé. Son cerveau avait simplement refusé de traiter l'information visuelle. Assise dans le fauteuil du PDG se trouvait une femme. Elle portait un tailleur pantalon blanc impeccable qui hurlait la puissance. Ses cheveux, autrefois retenus en un modeste chignon, flottaient maintenant en vagues luxueuses. Elle portait un collier de diamants de bon goût mais indéniablement massif. C'était moi, Marie. Mais ce n'était pas la Marie qu'il connaissait. Ce n'était pas l'abîme qui portait des tabliers tachés et s'excusait de prendre de la place. Cette femme irradiait une autorité froide et terrifiante. C'est à cet instant que mon histoire avait basculé de l'ombre à la pleine lumière. La boucle était bouclée du porche du manoir Beaumont à ce fauteuil ici, si loin et si proche à la fois. « Marie » avait murmuré Julien, sa voix se brisant. « Quoi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as trouvé un poste de secrétaire? » Il n'y avait pas de son plus doux pour moi en ce quiz. Dans ce moment, que le choc et le déni dans sa voix, les 2 hommes à la table avaient haleté. L'un d'eux avait regardé Julien avec horreur. « Monsieur Caldwell, vous vous adressez à la fondatrice et PDG d'Avenir Mondial, Madame Reynolds. » « PDG ?» Julien avait ri nerveusement. « Non, vous vous trompez. C'est mon ex-femme. Elle est au chômage. Elle jardine. » Je n'avais pas souri. Je m'étais penché en avant, mes doigts entrelacés. Je jardinais, Julien. Ça m'aidait à réfléchir. Quand on gère une entreprise multinationale de logistique et de technologie avec 4000 employés, on a besoin d'un passe-temps pour garder les pieds sur terre. Mais tu ne m'as jamais posé de questions sur ma journée, n'est-ce pas? En 3 ans, tu ne m'as jamais demandé ce que je faisais réellement. C'est une blague. Julien s'était levé, son visage virant au rouge. Tu me fais une farce. Tu as engagé ces acteurs. Tu essaies de te venger du divorce. J'avais tapoté un bouton sur la table. Un écran massif derrière moi s'était allumé. Il affichait l'organigramme d'Avenir Mondial. Tout en haut, à côté du titre « Fondatrice et PDG », se trouvait le nom de Mary Reynolds. « J'ai fondé Avenir il y a 10 ans, avant de te rencontrer », avais-je expliqué calmement. Je l'ai construite d'un garage en une entreprise leader du Fortune 500. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais déjà milliardaire. Mais je voulais une vie où l'on m'aimerait pour moi, pas pour mon compte en banque. Alors, j'ai gardé le silence. J'ai utilisé un trust pour gérer mes dépenses. Je voulais voir si tu étais un homme de caractère. Je m'étais tu, mes yeux se plissant. Tu as raté ce test, Julien, spectaculairement. Julien s'était effondré sur sa chaise. La pièce tournait autour de lui. Milliardaire. Mais nous avons eu des difficultés avec l'hypothèque l'année dernière. Tu m'as laissé stresser pour de l'argent alors que tu aurais pu le rembourser avec de la monnaie. Je voulais construire un partenariat, avais-je dit. Je t'aurais aidé, Julien, si tu m'avais traité avec respect. Si ta mère ne m'avait pas traité comme une servante, si ta sœur ne s'était pas moquée de moi. J'attendais que tu me défendes. Tu ne l'as jamais fait. Et quand tu m'as jeté dehors, tu as scellé ton destin.
Moment, ici, il faut que je fasse une petite pause. Tout ça, cette situation avec Julien, avec sa famille, c'était quand même d'une absurdité folle. Je veux dire, on y pense. Une femme qui fonde une multinationale de zéro, qui se fait passer pour une femme au foyer sans le sou, juste pour tester son futur mari. Qui fait ça? Dans ma ville natale, à La Rochelle, on aurait dit, elle est complètement givrée. Mais peut-être que c'était justement le problème. Peut-être que c'était trop réel pour être vrai, trop romanesque pour une vie ordinaire. Je ne sais pas. Il y avait en moi cette partie qui voulait la simplicité, l'authenticité d'un amour sans artifice financier, mais aussi cette partie calculatrice, la femme d'affaires qui savait que les gens se révèlent dans l'adversité, pas dans le confort. Je n'aurais pas dû attendre de lui ce qu'il n'était pas capable de donner. Est-ce que j'ai été naïve? Probablement. Est-ce que j'ai été blessé? Absolument. Mais la vengeance a un goût étrange, à la fois doux et amer. Ce n'est jamais aussi satisfaisant qu'on l'imagine. C'est juste une étape. En tout cas, revenons à nos moutons, ou plutôt à Julien qui était en train de s'étouffer avec ses propres erreurs. D'accord, écoute, avait bégayé Julien, son instinct de survie s'activant. Marie, ma chérie, nous avons fait des erreurs, je l'admets. J'étais stressé, mais on peut arranger ça. Nous avons une connexion. Si tu es la PDG, tu peux l'approuver, cette fusion. Pense à ce que nous pouvons faire ensemble. Le nom Caldwell et l'argent d'avenir. Son visage était livide, son regard suppliant. Une expression que je ne lui avais jamais vue. Je l'avais regardé avec pitié. Le nom Caldwell est toxique, Julien, et je ne t'ai pas fait venir ici pour approuver la fusion. J'avais pris un dossier rouge sur la table et je l'avais fait glisser sur la surface de marbre vers lui. Je t'ai fait venir ici pour discuter de l'acquisition de ta dette. Ma quoi? Avenir Mondial a acheté le portefeuille d'actifs en difficulté de ta banque ce matin, avais-je dit froidement. Plus précisément, les prêts attachés à Bottoman Caldwell et à ton patrimoine personnel. Je possède la dette de ta compagnie, Julien, et je possède l'hypothèque du manoir de ta mère. Julien fixait le dossier rouge. Il avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Et moi, un petit sourire dangereux avait enfin fait son apparition sur mes lèvres. Je demande le remboursement intégral et immédiat des prêts. Le retour en voiture vers le manoir Beaumont avait été le plus long de la vie de Julien. Il avait vomi 2 fois sur le bord de la route avant même de pouvoir affronter les grilles en fer de la maison où il avait grandi. Quand il avait finalement garé sa voiture, le soleil se couchait, projetant de longues ombres sanglantes sur la pelouse où sa sœur avait déversé mes vêtements 6 mois plus tôt. Il était entré et avait trouvé sa mère, Sophie, et sa sœur Sarah, buvant du vin dans le salon, inconscientes du couperet qui planait au-dessus de leur tête. « Tu as conclu l'affaire ?» avait demandé Sophie, sans même lever les yeux de son magazine. « Tu les as charmés. » Julien se tenait dans l'embrasure de la porte, le teint pâle et moite. « Non, comment ça non ?» avait raillé Sarah. « Tu es inutile, Julien. Papa aurait conclu cette affaire en 5 minutes. » « Je n'ai pas conclu l'affaire, » avait murmuré Julien, sa voix tremblant d'un mélange de terreur et d'hystérie. « Parce que la PDG d'Avenir Mondial, c'est Marie. » Le silence qui avait suivi était lourd, à en étouffer. Sophie s'était figée, son verre de vin à mi-chemin de sa bouche. Sarah avait abaissé son téléphone, le regard fixé sur son frère, l'horreur grandissant dans ses yeux. J'aurais aimé être là, juste pour voir ça. Leurs masques tombaient un à un. « Ce n'est pas drôle, » avait dit Sophie, sa voix baissant d'une octave. « Ne fais pas de blagues sur cet homme. »« Ce n'est pas une blague, » avait hurlé Julien, la pression explosant enfin. Il avait attrapé un vase sur la petite table et l'avait jeté contre le mur, le brisant. « Elle possède Avenir. Elle est milliardaire. Maman, elle a acheté nos dettes. Elle possède les prêts de la compagnie. Elle possède les lignes de crédit et elle possède l'hypothèque de cette maison. » Sophie s'était levée lentement, son visage se vidant de toute couleur. C'est impossible. C'était une inconnue.
Elle portait des vêtements de seconde main. Elle conduisait une Honda. C'était un test, avait crié Julien, s'enfonçant sur le canapé et enfouissant son visage dans ses mains. Elle nous testait pour voir si nous l'aimions pour elle, et nous l'avons traitée comme de la merde. Et maintenant, elle demande le remboursement des prêts. Remboursement immédiat. 40 millions d'euros. Maman, nous avons 48 heures. Nous allons la poursuivre, avait hurlé Sophie, son choc se transformant en une colère vicieuse. Elle a commis une fraude. Elle nous a menti par omission. Cet argent est un bien matrimonial. Téléphone à Maître Dubois. Nous prendrons la moitié de cette entreprise. Nous avons signé un contrat de mariage, avait gémi Julien. Tu m'as fait la faire signer. Tu te rappelles? Pour protéger l'héritage familial de sa pauvreté. L'ironie, cruelle et mordante. Avant que Sophie ne puisse répondre, le bruit de pneus lourds crissant sur le gravier avait attiré leur attention vers la fenêtre. Ce n'était pas un avocat. C'était un convoi. 3 SUV noirs s'étaient arrêtés, flanqués de 2 véhicules de la gendarmerie. Non, avait murmuré Julien. Elle a dit immédiatement. Je ne pensais pas qu'elle voulait dire aujourd'hui. La porte d'entrée avait volé en éclats. Ce n'étaient pas les policiers qui étaient entrés en premier, mais une équipe d'hommes en uniforme sombre, le logo Avenir Mondial brodé sur leur poitrine. Des spécialistes en recouvrement d'actifs. Derrière eux marchait le commandant Fournier, un autre officier que celui qu'ils avaient l'habitude de côtoyer, tenant un presse-papier, et marchant calmement derrière le commandant, vêtu d'un trench coat sur son tailleur pantalon blanc. J'étais là, moi. Marie. J'étais entré dans l'entrée de la maison d'où l'on m'avait chassé. J'avais regardé autour de moi les plafonds voûtés et les œuvres d'art coûteuses avec un air d'ennui léger. « Dehors !» avait hurlé Sophie, se précipitant comme un animal sauvage. « Dehors de ma maison, espèce de traîtresse, sorcière !» 2 des gardes de sécurité s'étaient placés devant moi, bloquant Sophie sans effort. « Ce n'est pas votre maison, Madame Caldwell, » avais-je dit, ma voix lisse et résonnant dans la grande pièce. Techniquement, la banque en est propriétaire depuis des années parce que vous avez refinancé pour payer votre train de vie. Et puisque j'ai racheté la position de la banque, je la possède et vous êtes en infraction. « Vous ne pouvez pas faire ça !» avait crié Sarah, reculant contre le canapé. « Nous avons des droits, droits d'occupation, droits de locataire. » J'imagine la scène à travers les yeux de Sarah. Son corps entier se contracte, une sensation de frouet l'envahit. Elle n'y croit pas. Impossible. Sa mère hurle, mais Sarah est figée, son cœur battant la chamade. Elle regarde Marie, cette femme qu'elle a toujours trouvée fade, terne, cette Marie qu'elle a tant méprisée et humiliée. Et là, devant elle, Marie est transformée. Elle rayonne d'une autorité terrifiante. C'est elle qui tient les ficelles. C'est elle qui a le pouvoir. Ses mains, si douces quand elle les a vues au jardin, sont maintenant serrées avec une force invisible. Les SUV noirs à l'extérieur, les hommes en uniforme, tout est irréel, sorti d'un film d'action. Les mots « droit d'occupation » sortent de sa bouche sans qu'elle n'y réfléchisse. Un réflexe de survie dérisoire. Sa vision se brouille. Comment en sont-elles arrivées là? Il y a 6 mois, c'était elle qui jetait les vêtements de Marie. C'était elle qui ricanait. Maintenant, elle ne ressent qu'une rage impuissante, mêlée d'une peur panique. Ses belles robes, ses chaussures, ses bijoux, tout ce qui fait son monde, c'est en train de lui être arraché. Elle ne peut pas laisser ça arriver. Ça ne peut pas être réel. C'est une saisie commerciale sur un actif adossé à une entreprise. Avais-je expliqué, sortant un document de mon manteau. Votre mère a mis la maison en garantie du prêt commercial l'année dernière. L'entreprise a fait défaut ce matin à 9 heures lorsque j'ai accéléré la dette. Le commandant est ici pour faire respecter l'expulsion. J'avais regardé le commandant.
Officier, veuillez procéder. Vous avez 10 minutes pour rassembler les affaires personnelles essentielles, avait annoncé le commandant, sa voix résonnant. Médicaments et documents seulement. Pas d'objets de valeur. Tout le reste est maintenant la propriété du créancier à liquider contre la dette. Mes bijoux, avait haleté Sophie, se serrant le cou. S'ils ont été achetés avec des fonds de l'entreprise ou listés comme garantie d'assurance, ils restent, avais-je dit. Je m'étais approché de la cheminée et j'avais pris une figurine en cristal, le même type d'objet pour lequel Sophie m'avait accusé d'être trop maladroite pour le manipuler des années auparavant. Je l'avais tenu à la lumière. Tu me criais dessus si je le dépoussiérais mal, Sophie. Tu disais que je ne comprenais pas la valeur de la qualité. J'avais ouvert ma main et laissé le cristal tomber. Il avait heurté le foyer en marbre et s'était brisé en 1000 éclats scintillants. Sophie avait étouffé un sanglot. « Oups » avais-je dit, en enjambant le verre brisé. « Je suppose qu'il n'était pas si précieux après tout comme ton opinion sur moi. »« Tu es démoniaque » avait craché Julien, se levant. « Tu as planifié ça. Tu as attendu que nous soyons faibles. »« J'ai attendu que tu sois toi, » l'avais-je corrigé. Je m'étais rapproché de lui, mes yeux durs comme du silex. « Tu te souviens du jour où tu m'as mise dehors? Tu te souviens m'avoir dit que je partais sans rien? Que j'étais une charge morte? Je te retourne juste la faveur, Julien. Tu repars sans rien. Je démantèle la compagnie. Je liquide les actifs. Je dissous bâtiment Caldwell. 10 minutes, c'est fini, avait aboyé le commandant. Attendez mes vêtements, avait gémi Sarah. Tiens, avais-je dit. J'avais claqué des doigts. L'un des gardes de sécurité était entré, portant 2 sacs poubelles noirs. Il les avait jetés sur le tapis persan aux pieds de Sarah. J'ai fait emballer tes chambres pendant que vous discutiez, avais-je dit. Des sacs poubelles, exactement comme tu me les as donnés. Je pensais que c'était une tradition familiale. L'humiliation était totale. Sophie pleurait ouvertement maintenant, dépouillée de sa dignité. Julien tremblait d'une rage impuissante. Sarah regardait les sacs poubelles avec horreur. « Escortez-les hors de la propriété », avais-je ordonné. Les gardes les avaient attrapés par les bras. Alors qu'ils étaient traînés vers la porte d'entrée, les voisins regardaient à nouveau. Mais cette fois, ils ne regardaient pas une pauvre femme au foyer être jetée. Ils assistaient à la chute de la dynastie Caldwell. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, les regardant être poussés vers la voiture de luxe de Julien, qui était actuellement accrochée à une dépanneuse. « Oh, la voiture aussi !» avais-je crié. « Location d'entreprise, vous devrez marcher jusqu'au Formule 1. Il n'y a que 5 kilomètres. Bon pour le cardio. » Alors que la dépanneuse s'éloignait avec leur dernier symbole de statut, laissant les Caldwell sur le trottoir avec leurs sacs poubelles, j'avais fermé la lourde porte en chaîne. Je m'étais tourné vers la maison vide. « Videz tout, avais-je dit à mon équipe. Vendez tout. Je veux que cet endroit soit nu d'ici demain matin. » 3 semaines plus tard, le Formule 1 en périphérie de la ville était un monde à part du manoir Beaumont. L'air sentait le tabac froid et le regret. Sophie était assise sur le bord du lit bosselé, fixant le papier peint qui s'écaillait. « Il faut se battre », murmurait-elle pour la énième fois. « Nous ne pouvons pas finir comme ça. Je suis une Caldwell. » « Nous avons un avocat, » avait dit Julien, faisant les 100 pas dans la petite pièce. Il avait l'air en lambeaux. Il ne s'était pas rasé depuis des jours, et son costume cher était froissé et taché. « Maître Bernard, il dit que nous avons une affaire. » « Maître Bernard est un charlatan, » s'était plainte Sarah depuis l'entrée de la salle de bain où elle essayait de se maquiller dans la faible lumière. « Il sent le chou bouilli. C'est le seul qui a accepté l'affaire sur la base d'un contingentement, » avait claqué Julien. « Tous les autres veulent une avance que nous n'avons pas. Maître Bernard pense que nous pouvons l'attaquer pour fraude matrimoniale. Il dit que puisqu'elle n'a pas divulgué les milliards pendant le mariage, le contrat de mariage est nul. »« Exactement, » avait dit Sophie, ses yeux s'illuminant d'un espoir dangereux. Elle a menti. Les juges détestent les menteurs. Nous allons tout récupérer, Julien,
et puis nous la réduirons en miettes. Le tribunal était bondé. La chute des Caldwell et la révélation de l'épouse milliardaire secrète étaient devenues la plus grande histoire de la région. Des journalistes s'alignaient à l'arrière de la salle, les stylos prêts. Je m'étais assise à la table de la défense. J'avais l'air radieuse, portant un tailleur pantalon bleu marine qui coûtait plus cher que le motel où les Caldwell vivaient. À mes côtés était assise mon avocate, Maître Florence Duval, connue dans les cercles juridiques comme la vipère. Du côté des plaignants, Julien, Sophie et Sarah étaient assis avec Maître Bernard. Bernard était un homme transpirant et échevelé qui ne cessait de mélanger nerveusement ses papiers. « Tout le monde se lève », avait annoncé l'huissier. Le juge Leclerc était entré. C'était un homme âgé avec une réputation de tolérance zéro pour les inepties. Il s'était assis et avait ajusté ses lunettes. « Nous sommes ici pour l'affaire Caldwell contre Reynolds. Les plaignants cherchent à annuler l'accord prénuptial et à réclamer 50% des actifs de la Defenderess, alléguant fraude et non-divulgation. » Maître Bernard s'était levé. « Votre honneur, cette affaire est simple. La Defenderess, Madame Reynolds, a passé 3 ans à tromper mon client. Elle a prétendu être démunie. Elle a caché des milliards d'euros dans des trusts offshore et des sociétés écrans. Le mariage est un contrat basé sur la confiance et la divulgation complète. En cachant sa richesse, elle a nié à mon client la possibilité de prendre une décision éclairée. Par conséquent, l'accord prénuptial qu'il a signé en croyant qu'elle était pauvre devrait être annulé. » Julien avait hoché la tête vigoureusement. Ça sonnait bien. Ça sonnait juste, selon leur perception. Le juge Leclerc avait regardé vers ma table. « Madame Duval? » Florence Duval s'était levée. Elle n'avait pas de papier, elle n'en avait pas besoin. « Votre honneur, » avait dit Florence, sa voix froide et nette. L'argument du plaignant repose sur l'idée qu'il a été trompé pour signer un accord prénuptial. Cependant, je voudrais attirer l'attention de la Cour sur la pièce A. Elle avait fait un geste vers l'écran sur le mur. L'accord prénuptial était apparu. « Qui a rédigé cet accord, Monsieur Caldwell? » avait demandé Florence, regardant directement Julien. Julien avait dégluti. « Mon avocat de famille, Maître Dubois. »« Correct, » avait dit Florence. « Il a été rédigé par votre équipe et vous souvenez-vous de la formulation spécifique concernant la propriété distincte à l'article 4, section 2? » Florence avait lu à partir de l'écran, le texte surligné en rouge. Chaque partie renonce à tout droit d'enquêter sur la nature financière des biens distincts de l'autre partie. Les 2 parties conviennent que tout actif détenu avant le mariage, divulgué ou non, connu ou inconnu, restera la propriété exclusive du propriétaire initial. Cette clause est absolue et irrévocable. La salle était devenue silencieuse. « Vous voyez, votre honneur », avait continué Florence, marchant devant le banc du juge. La famille Caldwell était si terrifiée que Mary, qu'il pensait être une croqueuse de diamants, essaie de trouver leur argent caché qu'ils ont rédigé la clause de non-divulgation la plus restrictive et draconienne que j'ai jamais vue dans ma carrière. Ils ont explicitement renoncé à leur droit de connaître ces actifs parce qu'ils voulaient s'assurer qu'elles n'avaient aucun droit de connaître les leurs. Je m'étais penché en avant, mon microphone captant ma voix calme. J'ai essayé de te le dire, Julien, la veille du mariage. J'ai essayé de te donner un dossier financier. Te souviens-tu de ce que tu as dit? Julien était devenu pâle. Il se souvenait. Flashback, la veille du mariage. Moi tenant une épaisse enveloppe. Julien, il y a quelque chose que tu dois savoir sur mes finances avant que nous ne signions cela. Julien riant, repoussant l'enveloppe. Marie, ma chérie, je me fiche de tes prêts étudiants ou de ton petit compte épargne. Signe juste les papiers pour que ma mère me lâche les baskets. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à toi. C'est ça l'accord. Julien avait bégayé dans ce tribunal. Tu as dit, je me fiche de tes petits placements, avais-je cité. Tu as insisté sur la séparation des biens. Tu as construit le mur, Julien. Je me tiens juste de l'autre côté. Le juge Leclerc avait regardé le document,
puis Maître Bernard. Maître Bernard, votre client a-t-il rédigé ce document? Oui, votre honneur, mais... Pomme de mais, avait claqué le juge Leclerc. On ne peut pas rédiger un contrat pour se protéger d'une croqueuse de diamants et ensuite crier au scandale quand il s'avère que la personne que l'on a épousée était celle qui avait l'or. Le contrat tient. La demande d'annulation est rejetée. Mais votre honneur... Sophie s'était levée, incapable de se retenir. Ce n'est pas juste. Elle nous a humiliés. Elle a des milliards. Elle peut se permettre de nous donner un dédommagement. Asseyez-vous, Madame Caldwell, avait averti le juge. C'est un prédateur, avait hurlé Sophie. Elle est entrée dans nos vies pour nous détruire. Ordre! Le juge avait frappé son marteau. Florence Duval s'était raclée la gorge. En fait, votre honneur, puisque Madame Caldwell a soulevé la question de la destruction, nous avons une demande reconventionnelle. Florence avait fait un nouveau signe vers l'écran. Au cours de la phase de découverte de cette affaire, les comptables judiciaires de mes clients, afin de préparer notre défense, ont effectué une plongée approfondie dans les finances des bâtiments Caldwell. Et nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. Julien avait senti un froid glacial s'ouvrir dans son estomac. Quoi? Nous avons découvert qu'au cours des 5 dernières années, avait dit Florence, sa voix devenant acérée comme une lame de rasoir, Sophie et Julian Caldwell ont systématiquement surfacturé les contrats de la ville pour des matériaux qu'ils n'ont jamais achetés. Ils ont facturé de l'acier de qualité A et utilisé de la ferraille de qualité C. Ce n'est pas seulement de la mauvaise gestion, votre honneur, c'est de la malversation et un vol qualifié. Le tribunal avait éclaté. Les journalistes avaient sauté sur leurs pieds. C'est un mensonge, avait crié Julien. Nous avons les factures, avais-je dit calmement, brandissant une pile de papier. Et puisque je possède maintenant l'entreprise, j'ai un accès complet au serveur. J'ai trouvé les doubles comptabilités, Julien, celles que tu gardais sur le disque crypté. Je l'avais regardé droit dans les yeux. Tu m'as traité de casse de charité, Julien, avais-je dit. Mais il s'avère que c'était toi qui volais le public pour acheter tes costumes de luxe. Le juge Leclerc avait examiné les preuves. Son visage s'était assombri. Il s'était tourné vers l'huissier. Huissier, fermez les portes. Je déclare les plaignants un outrage à la cour et je renvoie immédiatement ces preuves au bureau du procureur. Commandant, prenez M. Caldwell et Mme Caldwell en garde à vue en attendant les accusations. Quoi? Avait hurlé Sophie alors que le commandant s'approchait d'elle. M'arrêter? Je suis une Caldwell? Vous avez le droit de garder le silence, avait dit le commandant, lui menottant les mains derrière le dos. Julien avait essayé de courir. Il avait en fait escaladé la table, visant la sortie latérale, mais il avait été plaqué par 2 huissiers avant de faire 3 pas. Alors qu'il était immobilisé au sol, le visage pressé contre le tapis sale, il avait levé les yeux et m'avait vu me tenir au-dessus de lui. Je ne souriais pas, j'avais l'air triste. « Pourquoi ?» avait sifflé Julien. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Je n'ai pas fait ça, Julien, » avais-je dit doucement. « C'est toi, j'ai juste allumé les lumières. J'avais tourné les talons et j'étais sorti de la salle d'audience. Les flashs des appareils photo m'avaient aveuglé, laissant mon ex-mari et ma belle-mère être emmenés enchaînés. Mais l'histoire n'était pas finie. J'avais détruit leur passé, mais je n'avais pas encore sécurisé mon avenir. Et il restait un fil lâche, Sarah. La sœur avait disparu de la salle d'audience pendant le chaos, et elle n'allait pas se laisser faire sans combattre. Elle avait une dernière carte à jouer, un secret que je pensais avoir enterré il y a des années. Sarah Caldwell avait toujours été douée pour une chose: mentir. Alors que son frère et sa mère étaient en cours de traitement à la maison d'arrêt départementale, troquant leurs pyjamas de soie contre des combinaisons oranges, Sarah était assise dans un coin d'un cybercafé ouvert 24 dans un quartier délabré de la ville. Elle avait baissé son capuchon sur son visage. Elle avait épuisé sa dernière carte de crédit pour acheter un téléphone prépayé et une tasse de café tiède.
Elle n'était pas triste, elle n'avait pas de remords. Elle était furieuse. Elle pense qu'elle a gagné, marmonnait Sarah, tapant furieusement sur le clavier collant. Elle pense qu'elle peut juste nous piétiner et s'en aller. Sarah savait qu'elle ne pouvait pas me battre devant un tribunal. Elle ne pouvait pas me battre dans une banque, mais elle savait qu'Avenir Mondial était une société cotée en bourse. Et les sociétés publiques étaient terrifiées par une chose, le scandale. Elle avait ouvert une application de messagerie cryptée et contacté un homme nommé Lucas. Lucas était un journaliste de tabloïd déshonoré qui avait perdu ses accréditations pour avoir piraté les téléphones de célébrités. Il était visqueux, sans éthique et exactement ce dont Sarah avait besoin. Lucas, j'ai l'histoire de la décennie. La PDG n'est pas un génie. C'est une voleuse. J'ai des preuves. Sarah, j'écoute, mais mon prix est élevé. Lucas, tu auras les droits exclusifs. Les revenus publicitaires seuls te mettront à l'abri pour le reste de ta vie. Aide-moi juste à la détruire. Pendant les 12 heures suivantes, ils avaient élaboré un chef-d'œuvre de fiction. Sarah en savait suffisamment sur la chronologie d'Avenir Mondial pour tisser un mensonge convaincant. Elle avait affirmé que l'algorithme de base que j'avais utilisé pour construire mon empire, l'IA logistique, n'avait pas été écrit par moi. Elle avait affirmé qu'il avait été volé au défunt père de Julien, le fondateur des bâtiments Caldwell, sur son lit de mort. Sarah avait enregistré une vidéo dans la salle de bain du café. Elle s'était arrangée pour avoir l'air échevelée et terrifiée. Elle avait pleuré sur commande. « Je m'appelle Sarah Caldwell », avait-elle sangloté dans l'objectif de la caméra. Et ma famille a été réduite au silence. Mary Reynolds n'a pas seulement divorcé de mon frère. Elle nous a détruits pour couvrir son crime. Elle a volé le code qui l'a rendu milliardaire dans le coffre-fort de mon père mourant. C'est une fraude. Et maintenant que nous avons essayé de demander notre juste part, elle a jeté ma mère en prison. Elle avait mis la vidéo en ligne sur toutes les principales plateformes de médias sociaux. Elle avait envoyé le dossier à l'AMF. Elle l'avait envoyé au conseil d'administration d'Avenir. Puis elle s'était assise et avait attendu. La réaction avait été nucléaire. Internet aime un méchant, mais il aime encore plus un héros déchu. En 4 heures, le hashtag #Marie la voleuse était en première position mondiale. La vidéo avait 20 millions de vues. Le marché boursier avait réagi instantanément. Les actions d'Avenir Mondial avaient chuté de 18% avant l'ouverture du marché. Des milliards d'euros de capitalisation boursière s'étaient évaporés en quelques minutes. J'étais dans mon appartement de penthouse, sirotant un thé vert quand mon téléphone avait explosé de notifications. Paul, mon directeur des opérations, avait fait irruption dans mon salon sans frapper. Paul était un homme de peu de mots, un ancien stratège militaire grand et large d'épaules, qui était mon bras droit depuis 5 ans. C'était la seule personne qui savait où je vivais. « Ne regarde pas les infos », avait dit Paul, sa voix grave. « Je l'ai déjà vu », avais-je dit, ma main tremblant légèrement en posant la tasse de thé. « Elle est douée, je lui donne ça. C'est un mensonge complet, mais c'est émotionnel. Les gens croient plus les larmes que les feuilles de calcul. » Le conseil est en panique, avait rapporté Paul, arpentant le sol. Didier veut un vote d'urgence. Il demande votre suspension en attendant une enquête. Il dit que l'image d'une PDG qui a volé un homme mort est toxique. Je m'étais levé et j'avais marché vers la fenêtre. J'avais regardé la ville que j'avais aidé à construire. J'ai construit cette entreprise à partir d'un ordinateur portable dans un garage. J'ai écrit chaque ligne de ce code moi-même. Et maintenant, la fille qui n'a jamais travaillé un jour de sa vie va la détruire avec un mensonge. Nous pouvons nous battre, avait dit Paul, s'approchant de moi. Mais ça va devenir moche. Nous devons prouver le négatif. Nous devons prouver que vous n'avez pas volé. Non, je m'étais retourné, mes yeux brillants d'un feu froid. Nous n'avons pas besoin de nous défendre. Nous devons attaquer. Sarah veut une guerre? D'accord, mais elle a oublié une chose. Qu'est-ce que c'est? Elle utilise un téléphone prépayé, avais-je dit.
Mais elle se connecte à mon ancien compte Netflix. Elle ne s'est jamais déconnectée sur sa tablette. Je peux voir son adresse IP. J'avais pris mon téléphone. Prépare le jet. Paul, nous avons une réunion du conseil à interrompre. Aida à l'équipe de cybersécurité que je veux la localisation de ce cybercafé. La salle du Conseil d'avenir mondial était une fosse aux requins. 12 administrateurs étaient assis autour de la table, leurs visages graves. Au bout de la table était assis Didier, un homme aux cheveux argentés qui avait toujours envié ma montée rapide. Il souriait intérieurement. C'était sa chance de s'emparer de la couronne. L'action est en chute libre, avait annoncé Didier, désignant les graphiques rouges sur le mur. Nous avons perdu 7 milliards de valeur en 6 heures. Le public fait confiance à la jeune Caldwell. Sa vidéo est convaincante. Marie n'est pas là pour se défendre, avait argué l'une des administratrices, une femme nommée Isabelle. Nous ne pouvons pas voter pour retirer la fondatrice sans sa présence. Elle se cache, avait claqué Didier en frappant sa main sur la table. Elle se cache parce qu'elle est coupable. Nous devons rompre les liens immédiatement pour sauver l'entreprise. Je propose un vote de censure pour révoquer Marie Reynolds de son poste de PDG avec effet immédiat. Approuvé, avait dit un autre administrateur. Tous pour, avait demandé Didier levant la main. 5 mains s'étaient levées, puis 6. Avant que la 7e main ne puisse se lever, scellant mon sort, les doubles portes de la salle du conseil avaient été ouvertes d'un coup de pied. J'étais entré d'un pas décidé. Je ne portais pas de tailleur cette fois-ci. J'étais vêtu d'un simple t-shirt noir et d'un jean, l'uniforme de développeuse que je portais lorsque j'avais créé l'entreprise. J'avais l'air féroce, pleine d'énergie et dangereuse. Paul marchait un pas derrière moi, portant un ordinateur portable. « Je suis en retard pour ma propre exécution », avais-je demandé, ma voix coupant la pièce comme une lame. « Vous n'avez rien à faire ici », avait ricané Didier. « Nous discutons de votre licenciement. »« Vous discutez d'un mensonge », avais-je dit. J'avais marché jusqu'au bout de la table. Didier n'avait pas bougé. Je l'avais regardé de haut. « Sortez de ma chaise, Didier. »« Vous êtes un passif », avait hurlé Didier. « Le monde pense que vous êtes une voleuse. »« Paul, l'écran », avais-je ordonné. Paul avait connecté l'ordinateur portable à l'écran principal. Les graphiques boursiers rouges avaient disparu, remplacés par une diffusion vidéo en direct. C'était une image granuleuse en noir et blanc. Elle montrait une femme à capuche assise dans un cybercafé exigu. Elle parlait au téléphone. L'audio crépitait à travers les haut-parleurs de la salle du conseil. « Je me fiche que ce soit vrai, Lucas. Fais juste en sorte que ça tienne. Je dois la faire souffrir. Elle a mis ma famille en prison. Je veux qu'elle perde tout. Écris juste l'histoire qu'elle a volé le code. Personne ne peut prouver d'où vient un code de toute façon. Nous avons juste besoin de faire chuter l'action pour que le conseil la vire. » La voix était sans équivoque celle de Sarah. La salle du conseil était devenue silencieuse. Le visage de Didier avait pris la couleur de la cendre. « Cette vidéo a été prise il y a 20 minutes, » avais-je dit. Mon équipe de sécurité a piraté le flux CCTV du café où elle se cache. Et cet audio, c'est celui du téléphone prépayé qu'elle utilise. Nous avons tracé le signal. Je m'étais appuyé sur la table, regardant les administrateurs. Elle a admis que c'est un mensonge. Elle a admis que c'est une vendetta. Et elle a admis qu'elle vous manipule pour me virer. J'avais tourné mon regard lentement vers Didier. Vous étiez prêt à brûler cette entreprise jusqu'à la lie à cause d'une rumeur de tabloïd. Didier, vous n'avez pas demandé de preuves. Vous n'avez pas soutenu votre PDG. Vous vouliez juste mon poste. Didier avait bégayé. J'agissais dans l'intérêt des actionnaires. Vous êtes viré, avais-je dit calmement. Vous ne pouvez pas me virer. Je suis membre du conseil. En fait, avait dit Isabelle, regardant Didier avec dégoût. Les statuts stipulent que tout membre qui agit avec une négligence grave ou une malice contre la société peut être révoqué par un vote à la majorité. Je propose de révoquer Didier. Approuvé,
avait crié toute la salle à l'unisson. Je n'avais pas attendu que Didier fasse ses valises. Sécurité, expulsez-le. Alors que Didier était traîné dehors, hurlant des menaces, je m'étais tourné vers l'écran où Sarah était toujours visible, inconsciente d'être observée par les personnes les plus puissantes du monde de la technologie. Maintenant, avais-je dit, ma voix s'adoucissant, mais ne perdant rien de son tranchant. Occupons-nous de la fuite. J'avais sorti mon téléphone et composé un numéro. Sur le grand écran, ils avaient vu le téléphone de Sarah s'illuminer. Sarah avait décroché. « Bonjour, Lucas » avait chuchoté Sarah. « Non, Sarah » avais-je dit dans le microphone de la salle du conseil. « C'est Marie. » Sur l'écran, Sarah avait sursauté, laissant tomber sa tasse de café. Elle avait regardé autour du café vide en panique. « Comment as-tu eu ce numéro? » « Je possède une entreprise technologique, Sarah, avais-je dit. As-tu vraiment cru qu'un téléphone prépayé te cacherait de moi? Tu as volé mon père, avait hurlé Sarah dans le téléphone. Ton père ne pouvait même pas programmer un magnétoscope et encore moins un réseau logistique basé sur l'IA, avais-je dit. Je diffuse cette conversation à mon conseil d'administration et dans environ 5 minutes, je diffuserai cette vidéo à la police. Tu viens de commettre une fraude boursière, une diffamation et une manipulation de marché. Ce sont des crimes fédéraux, Sarah. Tu vas rejoindre ta mère et ton frère. Non, avait crié Sarah, attrapant son sac. Je passe. Tu ne peux pas me trouver. Regarde par la fenêtre, Sarah, avais-je dit. Sur le flux vidéo, des lumières bleues et rouges avaient inondé la fenêtre du café. La police était arrivée. Sarah s'était figée. Elle s'était effondrée sur la chaise, vaincue. Le téléphone lui avait glissé de la main. J'avais raccroché. J'avais fait signe à Paul de couper le flux. La pièce était silencieuse. Le ticker boursier sur le côté de l'écran s'était mis à jour. Avenir mondial, plus 22%. La vérité était sortie. L'action rebondissait plus fort qu'avant. La PDG n'était pas seulement innocente. Elle était invincible. J'avais pris une profonde inspiration. Je sentais l'adrénaline retomber. J'étais épuisé. Réunion ajournée, avais-je murmuré tandis que les administrateurs sortaient, me serrant la main et s'excusant. J'étais resté assise. Paul était resté à mes côtés. « Tu l'as fait », avait dit Paul doucement. « Ils sont tous partis. Julien, Sophie, Sarah. La page est blanche. » J'avais levé les yeux vers lui. Pour la première fois depuis des années, la garde que je maintenais, le mur que j'avais construit pour me protéger de gens comme Julien, s'était effondré. J'ai gagné, avais-je dit, les larmes coulant enfin. Mais pourquoi est-ce si vide, Paul? J'ai l'argent, j'ai l'entreprise, j'ai la vengeance, mais je rentre dans un penthouse vide. Paul avait hésité, puis avait fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il avait tendu la main et avait pris la mienne. Sa prise était chaude, ferme et réelle. « C'est vide parce que tu t'es battu pendant 3 ans, » avait dit Paul. « La guerre est finie, Marie. Maintenant, il faut que tu vives. Et peut-être que tu n'as pas à le faire seul. » J'avais regardé Paul. Je l'avais vraiment regardé. J'avais vu la loyauté dans ses yeux, la façon dont il m'avait soutenu quand le monde s'était tourné contre moi. La façon dont il me regardait non pas comme une milliardaire, mais comme une femme qui méritait d'être en sécurité. Je ne fais plus facilement confiance, Paul, avais-je admis. Je sais. Paul avait souri d'un sourire sincère et doux. Je suis un homme patient. Je ne vais nulle part. J'avais serré sa main en retour, mais il restait une dernière chose à faire. Une dernière porte à fermer avant de pouvoir vraiment avancer avec Paul ou avec ma vie. Je devais lui rendre visite. Je devais rendre visite à Julien une dernière fois. La salle de visite du centre de détention départemental était froide, sentant l'eau de Javel et le désespoir. J'étais assise d'un côté de l'épaisse barrière en plexiglas. Je ne portais pas mon tailleur de pouvoir aujourd'hui, ni les humbles vêtements que je portais pour Julien. Je portais une robe d'été jaune vif, une couleur que j'avais toujours aimée,
mais que Julien m'avait interdite parce qu'il disait qu'elle était trop bruyante. De l'autre côté de la vitre, Julien était entré en traînant les pieds. La combinaison orange pendait lâchement sur son corps amaigri. En seulement 3 semaines, il avait vieilli de 10 ans. Ses cheveux blonds avaient été rasés de près, et l'arrogance qui avait défini son visage toute une vie était complètement érodée. Il s'était assis, saisissant le combiné noir d'une main tremblante. J'avais pris le mien. « Tu es venu, » avait dit Julien, sa voix rauque. « J'avais besoin de clore le livre, Julien. » Avais-je dit doucement. Je ne pouvais pas laisser le dernier chapitre non écrit. « Ma mère, elle ne va pas bien, » avait dit Julien, ses yeux fuyant nerveusement. « Elle ne supporte pas la nourriture. Elle ne supporte pas le bruit. Sarah blâme tout le monde sauf elle-même. Ils ont fait leur choix, avais-je dit, ma voix dépourvue de pitié, mais aussi dépourvue de malice. Et toi aussi. » Julien m'avait regardé, les larmes lui montant aux yeux. « Je suis désolé, Marie. Je sais que ça ne signifie plus rien maintenant, mais je le suis. J'ai été stupide. J'ai été aveugle. J'avais une femme milliardaire et je l'ai traitée comme une femme de ménage. Si seulement j'avais été décent. C'est ça la tragédie, n'est-ce pas? » avais-je interrompu. « Tu penses que la tragédie, c'est que tu as perdu l'argent? Tu penses que si tu avais su que j'étais riche, tu m'aurais mieux traité? Et c'est exactement pourquoi tu ne me mérites pas. » Je m'étais penché plus près de la vitre. « Tu aurais dû me traiter avec respect quand tu pensais que j'étais pauvre, Julien. Le caractère, ce n'est pas comment on traite un PDG, c'est comment on traite la personne qui nettoie le sol. Tu as échoué au seul test qui compte. » Julien avait baissé la tête, sanglotant doucement. « Que se passe-t-il maintenant? Qu'advient de la maison, de la compagnie? »« Bâtiment Caldwell est dissoute, » avais-je répondu. « J'ai liquidé les actifs pour payer tes créanciers et les sous-traitants que tu as arnaqués. Je me suis assuré que chaque travailleur que tu as escroqué ait son chèque de paie. »« Et la maison? » avait demandé Julien. « Mon grand-père a construit cette maison. »« Je l'ai donnée, » avais-je dit. « J'ai signé l'acte de propriété à la ville ce matin. Ce sera un centre d'hébergement temporaire pour les femmes fuyant les violences domestiques et le contrôle financier. Des femmes à qui des hommes comme toi ont dit qu'elles étaient des charges mortes. Maintenant, cette maison sera l'endroit où elles retrouveront leurs ailes. » Julien avait tressailli comme s'il avait été giflé. L'ironie était parfaite, cinglante et absolue. « Je dois y aller maintenant, Julien, » avais-je dit, raccrochant le téléphone. « Marie, attends, » avait crié Julien, frappant sa main contre la vitre. « Ne me laisse pas ici. Je n'ai rien. Je n'ai personne. » Je ne m'étais pas retourné. J'étais sorti des lourdes portes métalliques, laissant le son de son regret piégé derrière la vitre. Dehors, le soleil brillait. L'air avait un goût sucré. Paul m'attendait près de la voiture. Il ne regardait pas son téléphone. Il attendait juste, me regardant venir. Quand il m'avait vu, il n'avait pas demandé comment ça s'était passé. Il avait juste ouvert la porte. « Où allons-nous, Madame Reynolds ?» avait demandé Paul, un éclair enjoué dans les yeux. J'avais marqué une pause, levant les yeux vers le ciel. Pendant 3 ans, j'avais été la femme de Julien. Pendant 10 ans, j'avais été une PDG, mais pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être juste Marie. « Allons manger un burger », avais-je souri en me glissant dans la voiture. « Un bien gras, et ensuite, allons rouler vers la côte. Il paraît que l'océan a un aspect différent quand on est vraiment libre. » Paul était monté sur le siège conducteur. « La côte, ça a l'air parfait. » Alors que la voiture s'éloignait, laissant la prison et le passé dans le rétroviseur, je n'avais pas vérifié le cours de mes actions. Je n'avais pas vérifié mon compte en banque. J'avais tendu le bras et posé ma main sur le bras de Paul. J'avais perdu un mari qui aimait l'argent, mais j'avais trouvé une vie qui valait enfin la peine d'être vécue. Et c'était une fortune qu'aucune monnaie ne pourrait acheter. Et aujourd'hui, je ne sais pas vraiment. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois,
Je me demande si je n'ai pas commis une erreur en poussant les choses si loin. C'est sûrement un peu des deux, non? Rien n'est jamais vraiment simple. Rien n'est parfait. Mais c'est de ma vie. Ce chemin que j'ai tracé, j'emporte les cicatrices, mais aussi la force. Je suis Marie, pas seulement la fondatrice, pas seulement l'ex-femme, mais simplement moi. Et ce n'est pas si mal, finalement.